Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau programme. Ce soir, nous vous proposons un document exclusif. Emmanuel Mabouan-Kesak, Jean de Dika Dika, Raymond Kala, Rigobert Sombahanak, Omam Biyik. Pendant plusieurs années, on a su apprécier les talents de footballeurs, tant au Cameroun qu'à l'international. Aujourd'hui à la retraite, ils ont décidé d'être entraîneurs professionnels. Nous les avons suivis pour vous. La reconversion des anciens footballeurs est un sujet signé Lydie Renaud, Mireille Ngosso, Durand Morel pour Canada International et Eric Golf Productions. Après une riche carrière professionnelle, la reconversion des footballeurs n'est pas toujours évidente, surtout pour les internationaux africains. Cependant, si certains choisissent une réintégration professionnelle en dehors du monde de football, d'autres préfèrent y rester afin de transmettre leur passion. C'est le cas de 5 anciens internationaux camerounais que nous avons suivis. Ils résident tous en France et ont choisi de devenir entraîneurs de football. Emmanuel Mabouan-Kesak, le pionnier, est celui qui a ouvert la voie à cette nouvelle vague d'anciens footballeurs résolus à prendre le taureau par les cornes. Nous avons fait une incursion chez l'ancien joueur du Canon de Yaoundé du Rio Football Club du Portugal devenu entraîneur. Il nous fait comprendre que le chemin pour y parvenir est long. Avis aux téméraires. Et c'est très détendu que l'enfant de Dikinimeki nous fait entrer dans son intimité. Waouh, j'ai la chance. Tout ce que je suis venu faire en France, là, c'est tous les documents. C'est 6 diplômes en 3 ans. On a même l'animateur des quartiers, ça c'est certificat d'animation du football de quartier. Ça c'est mon en 2009. Ça c'est mon premier niveau d'entraîneur, c'est de football, diplôme d'administrateur de football. Ça c'est mon deuxième degré, mon deuxième niveau. Et ça c'est le diplôme d'entraîneur senior de football pour entraîner les seniors. Et après vient le programme, le brevet d'état français. Ces diplômes-là, c'est sur 3 ans que je les ai eus, 2009, 2010, 2011. Donc, j'ai eu tous mes diplômes. Même entraîner dans le quartier, je peux entraîner. Donc, aujourd'hui, j'entraîne les seniors. Je suis, comme on dit, responsable du football d'animation et football école de foot. Voilà. Donc, je me prépare à aller à mon entraînement. Ce soir, je vais faire U9, U11, puis par la suite U15 et finir avec les seniors pour juste un dégraissage parce qu'on a joué hier. Donc, c'est une séance légère, c'est un circuit que je vais faire avec les autres éducateurs. Donc, en l'occurrence, Jean 2, c'est contrôle de balle, conduite de balle et puis quelques ateliers que j'ai prévus parce qu'on a fait un match samedi.
Voilà. Et avec votre diplôme, est-ce que vous pouvez entraîner une équipe de première division, par exemple, en France ou en Europe ou en Afrique? Bon, je vais vous dire que mon diplôme aujourd'hui me permet d'entraîner, par exemple, je peux prendre une équipe nationale, une équipe cadette, une équipe junior, parce que tous les diplômes sont européanisés aujourd'hui. Donc l'UEFA a décidé, comme la communauté dont je parlais, entraîner en Belgique. Il faut savoir que le diplôme pour entraîner les seniors en France, il y a un brevet d'État. Et après, maintenant, le 2F, c'est un diplôme de la Fédération française de football et non un diplôme reconnu. C'est un diplôme de la Fédération française de football qui te permet d'entraîner en première division. Dans le cas comme le mien, comme au Mambillé, comme tous ceux qui viennent entraîner en Afrique, il y a un seul diplôme qui est reconnu par l'État français, c'est le brevet d'État qui te donne. Les autres diplômes que je prépare comme le 2F, c'est un diplôme que pour entraîner en France. Donc celui-ci me permet d'aller partout dans le monde entraîner. Donc si on me dit d'aller entraîner l'Ouganda aujourd'hui ou le Niger ou n'importe où, donc je présente mon dossier et puis je prends l'équipe. C'est les mêmes entraînements. Nous sommes lundi matin, il est 7 heures. Manu, comme l'appellent ses amis, se prépare pour aller au boulot. Je suis grand-père aujourd'hui, le dernier a 20 ans, donc j'habite seul ici. C'est pour ça que la plupart des gens se retrouvent ici parce que j'ai des chambres où je loge mes amis comme les Japonais qui sont arrivés de passage. Donc pour faire beaucoup de bruit ici, c'est vrai que c'est un sous-sol, pas de voisins. Donc je fais ma bouffe tout seul et j'ai consacré ma vie pour le foot. C'est pour ça que j'habite à côté du stade. Je garde une chambre pour des enfants au cas où ils viennent passer le week-end ici. Donc là, j'ai préparé mes séances. Je vais commencer ma journée comme ça. Voilà. Ouais. C'est chaud, hein. Le froid qui nous attend là dehors, bon. Et le vieux frère là. Faut qu'après on fait comme ça. Ouais, voilà. Voilà, l'entraînement là, Voilà. on fait. Ouais. Les enfants des blancs là, bon, chaud, c'est mauvais. Ça va, On laisse nos enfants là-bas au Cameroun. Oui. On vient encore entraîner ceux d'ici. Allez, au Cameroun. Non, on s'occupe d'abord de nos enfants. Avant de enlever des vidéos, nous allons inviter les petits jeunes du Colombe là. Ils vont avec nous. Laisse-moi aller d'abord entraîner les enfants des blancs là. Nous là, nous jouons, les jeunes jouent contre les jeunes de Colombe. Non. Il Le patriarche, il te donne tout la Il bénédiction. m'a mis travailler, je vais les entraîner. Quand j'écris à gauche. On a l'occasion d'aller entraîner les enfants. Bon, voilà, moi je commence ma journée souvent comme ça. Je porte d'abord mes chaussures. Bon, parce que ici il fait froid. Hein. J'ai là mis là un collant. Un collant. Après, je double. Quand tu me vois comme ça, c'est comme si je double les pantalons. Je double tout. Pour que même si je suis là comme ça, le froid ne me touche pas. Au Cameroun, là, c'est 26-30 degrés. Ici, je viens là. C'est comme ça. On souffre ici. Mon frère, si tu ne fais pas comme ça, tu vas vivre comment? Tu ne peux pas. En plus, il t'écrit à gauche, il écrit à droite et tout. Voilà. Là, je suis blindé. Je suis blindé. C'est comme si je joue au foot encore. C'est comme si je jouais encore au foot. Voilà. C'est comme si je jouais là contre l'Angleterre. Je m'en vais défendre le pays, mon frère. Hein? Concentration à fond. Bon, après là, sans ça, tu ne fais rien. Sans ça, tu ne fais rien. Voilà. Voilà. Bon, voilà qui est parti. Nous quittons Colombe où vit Mabouam Kesak pour la porte de Clichy. Ici, c'est Jean de Dika Dika qui nous ouvre les portes de son appartement. Bonjour, bienvenue chez Jean de Dika Dika. Tout d'abord, je tiens à dire merci à Canal de venir chez moi parce que c'est vraiment rare. Là, je vous présente ma femme, Madame Dika. Bonjour. J'ai commencé par jouer, n'est-ce pas, tout petit dans le Caïman de Douala, donc mon club formateur. Ensuite, j'ai changé de club, donc Maritime Football Club, où j'ai été capitaine pendant 2 ans. Donc après, je me suis envolé, n'est-ce pas,
en Europe par le biais de mon ex-président M. Vondor et par le concours de Samuel Eto'o qui m'a mené, n'est-ce pas, au Real Madrid où j'ai fait une détection. Mais malheureusement, ça s'est mal passé parce que je suis arrivé pendant une période hivernale où il faisait vraiment froid. Donc j'ai eu une blessure et bien après je me suis remis et j'ai eu l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir aller faire une détection à l'Atlético de Madrid où j'ai fait, n'est-ce pas, une détection d'une semaine et puis bon, j'ai confirmé et tout s'est bien passé, quoi. Donc après j'ai eu l'opportunité aussi d'être appelé, n'est-ce pas, à l'équipe nationale du Cameroun où j'ai pu côtoyer pas mal de grands joueurs, en l'occurrence de Marc-Vivien Fauré, paix à son âme, qui nous a quittés. Donc Rigobert Song, Jérémy et Laurent Etamé et consorts, quoi. Donc ensuite, en ce qui concerne ma carrière professionnelle, j'ai joué encore à Levante, à un club espagnol. Ensuite, mon troisième club espagnol, le Retafe. Et puis bon, je suis allé essayer de... Enfin, j'ai changé d'univers pour aller, n'est-ce pas, en Autriche, où j'ai joué à l'Ax Linz pendant 2 années. Et après, je me suis envolé en Israël où j'ai pu rencontrer, n'est-ce pas, un compatriote que tous les Camerounais, j'espère qu'ils connaissent, Enes Echi, Oben, qui a joué aussi à Lens dans ses débuts footballistiques au niveau professionnel, quoi. Une carrière courte mais intense pour ce joueur qui a raccroché les crampons précocement. Vous savez, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Donc, ma carrière, je l'ai arrêtée en 2006, tout jeune, comme vous venez de le dire. Et donc, c'était à cause des blessures que j'ai eues durant ma carrière. Donc, à un moment donné, je me suis dit que, bon, pourquoi continuer? Je me blessais tous les 6 mois. Et bon, j'ai vu que j'étais un peu déprimé, que je ne pouvais pas. J'ai dit, bon, pourquoi pas retourner à un autre métier? Et ça fait 6 ans que je suis installé avec ma petite famille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens? Tout simplement, bon, je reste toujours dans le monde du football parce que c'est ma passion avant d'être un métier. Et donc aujourd'hui, je fais des formations de devenir entraîneur dans l'avenir. Et pour le moment, tout se passe bien puisque bon, toutes les formations que j'ai eu à passer, donc j'ai eu, n'est-ce pas, un succès, donc des diplômes. Et à l'heure actuelle, je suis en pleine formation à Châtenay-Malabry, donc au CREPS, l'Île-de-France. Donc là, j'ai le privilège, n'est-ce pas, de rencontrer aussi Claude Makelele, avec Rigobert Song, notre ex-capitaine du Cameroun, et d'autres encore que je ne peux pas citer là. La semaine où je suis en pleine révision, vu que la semaine du 6, donc je vais rentrer en formation où je vais passer, n'est-ce pas, 5 jours. Donc le but de cette formation, n'est-ce pas, c'est de pouvoir obtenir, n'est-ce pas, ce diplôme qui est vraiment très important pour ma carrière d'entraîneur dans l'avenir. Donc c'est le brevet d'État, donc un diplôme d'État. Donc voilà, quoi. Donc j'essaie de mettre toutes mes chances de mes côtés pour pouvoir l'obtenir à la fin de cette année, quoi. Une semaine plus tard, et après moult négociations avec les autorités françaises pour obtenir des autorisations, notre équipe a le privilège de filmer les activités du CREPS, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive où est formée la crème des entraîneurs français et étrangers. Ce mardi matin est un jour d'évaluation. Nous retrouvons un Rigobert Song Bahanak très concentré et Raymond Kala à fond dans ses épreuves et une ambiance studieuse et sereine. L'heure est à la concentration. Entre 8h et midi, nos futurs entraîneurs passent une évaluation théorique. Dans cette même salle se trouve Claude Makelele, actuel entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Il ne sera pas filmé.
À la sortie de la classe, Rigobert Song, la star mondiale du football, est sollicité par ses camarades. Ils se permettent de lui faire des boutades. Oui, On me prend la sélection là. c'est vrai? Ouais, je vais venir moi au Cameroun. Ben, je change ton passeport ou quoi? Ah bah on va être obligé. On va trouver une solution. Attends, tu vas changer la nationalité pour ça ou quoi? Bah alors. Alors les Algériens nous appellent pas. On va partir au Cameroun. Arrêtez là pour les Une fois dehors, certains discutent et se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs en classe. Ah ouais, d'accord. Sinon, le reste, Non, ça va, ça va. Mais tu vois, j'ai fait sur l'exercice avec ballon, 2 contre 2. avec ballon 2 contre 2, ouais, puissance. Puissance. Et t'as mis les appuis autour. Ouais, mais non, mais puisque c'était de la capa. Ouais, l'endurance capa, c'était le jeu conservation. Je me conserve. Mais il n'y avait pas de puissance avec et sans ballon, c'était puissance que sans ballon. Voilà. Bah, pourquoi Jean-Denis m'a dit le contraire, il fallait. Et après, c'est parce que il fallait bien lire l'intitulé de la question. Et l'intitulé, c'était avec et sans ballon. Tu vois, moi je fais un sans ballon en puissance. Et l'autre avec ballon, je fais du jeu. Ouais, voilà, c'était ça. Sauf que moi, j'ai fait dans la même filière, mais sauf avec ballon. J'ai fait un 2 contre 2. Retour à Colombes où on retrouve Mabouam Kesak au stade Charles Péguy où il officie désormais comme l'entraîneur des joueurs de l'ES colombienne. Assisté de son compatriote Jean de Dika Dika. Visiblement, les instructions ont changé de camp. Écarté. C'est bien joué, Melvin. Melvin, mets-toi dans le match, Voilà, qui demande? Stop, ballon. Stop. Je vous ai dit, on ne court pas derrière le ballon. Chacun joue à son poste. Vous êtes là derrière le ballon, tout le monde. Remettez-vous en place. Maintenant, c'est 2 touches. 2-3 touches. On compte. Maël, tu es le capitaine de l'équipe rose. Kylian, c'est toi qui comptes pour les 100 maillots. À 10 passes, 1 but. 10 passes, 1 but. Après, on va tourner. En silence, je dis silence. On joue maintenant. Allez, Mehdi. Joe. Voilà. Stop, Mehdi. Hey, je t'ai dit, on ne bloque pas le ballon comme ça. Le ballon doit être en mouvement. Si tu prends le ballon comme ça, tu penses que les gens vont te regarder. Tu ne veux pas t'entraîner. Et alors? Quand tu envoies le ballon, tu bloques comme ça, tu regardes les gens. Mettez-vous en position. Alors, 1 minute, on va tourner. Allez, jouez. Voilà. En mouvement. Voilà, demande. Voilà, cherche, les appuis. Bien joué. Sors de là, Maël, sors. Voilà, recherche. Bien joué. Ouais. Ok, stop, ballon. C'est parti. Fatih, tu te mets derrière. Voilà, tu te mets là-bas derrière. Dylan, on l'a déjà fait, n'est-ce pas? Hey, suivez ce que Dylan fait, il fait la démonstration. Voilà. Slalom, retour, slalom, et tu passes le ballon. C'est bon? Allez, c'est parti. Rapidement, lève la tête. Allez, enchaîne. Lève la tête. Allez, contrôle le ballon, allez, tu lèves la tête. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Allez, on s'applique, lève la tête. Voilà, lève la tête. Voilà, allez, enchaîne rapidement, allez. Voilà, Dylan, bien joué. Lève la tête. Allez, attaque le ballon.
pas le ballon, reste le ballon, reste collé. De retour à Châtenay-Malabry, au stade Pétret, Rigobert Sang et les autres, sous une température de moins de 15 degrés, se préparent à l'évaluation physique. Ici, ils devront mettre en pratique ce qu'ils ont appris depuis le début de la formation. Pour commencer, on donne des consignes. Donc ils sont là en fait parce qu'ils ont eu des ratés sur la semaine du cycle court, donc ils viennent rattraper leur temps, même si cette semaine ça tombe pas bien parce que c'est une semaine d'évaluation pour nous, alors que eux, la dernière semaine, c'était une semaine de formation. Mais bon, c'est pas de notre faute, on peut pas faire des semaines supplémentaires que pour des absents, quoi. D'autant plus que c'est des redoublants. Échauffez-vous bien parce que Guillaume... Ok, juste les gars, donc échauffement pendant 5-10 minutes. Non, tu les prends à 2h30, tu vas rien avant. Ok. Normalement, il y en a qui sont prévus par Eric Cavaliero pour cette semaine. D'accord. Bon, il y en a un qui va prendre l'échauffement, et puis voilà. Ceux qui ont oublié le maillot, tiens Walid. Tiens Walid, vas-y, prends le groupe en main. Tiens, mettez-vous de ce côté les gars, comme ça je vais installer là. Voilà. Salut, ça va? Nous quittons le stade Pétret de Châtenay-Malabry pour la petite commune française de Châteauroux, située dans le département de l'Indre, dans le centre de la France. Ici, nous retrouvons les frères André Canabiik et François Omam Biik. Grand Dédé, c'est comment mon gars? Ça va, ça va. Kuna Matata. Lui-même, bienvenue chez moi, qui est chez toi? Ouais, enchanté, mon petit. Ouais, je suis dans ton royaume. Non, merci, merci. Okay, merci de la visite. Ok. Salut Dédé. Bonne année. Ça va? Ça va bien. Ok. Oh gars, mais tu as les belles pompes, hein? C'est pas possible. Tu viens encore chez moi, tu m'en piques une. Ah ouais, c'est belle, hein, celle que tu lui as offerte. Écoute. Magnifique, j'ai bien aimé. C'est toi qui as dit à mon père que je veux un petit frère. Moi, je n'ai jamais dit que je voulais un grand frère. Ah, ça c'est ça, c'est les avantages du petit frère. Hein. Quand je peux, je le fais avec plaisir. Ah ouais, j'étais belle. Elle dit qu'elle lui sert un peu, mais je lui dis l'amener au Cameroun, on va les élargir. Je suis François Mambiik. Je suis à Châteauroux depuis 13 ans, donc je vis ici avec toute ma famille. Patricia Omambiik, qui est mon épouse, qui partage ma vie depuis
plus de 25 ans. Les enfants ne sont pas encore là, puisqu'ils sont encore à l'école à cette heure-ci, mais ils ne vont pas tarder à arriver à la maison. Donc, une fois de plus, bienvenue chez moi, qui est chez vous. Le vieux lion, toi ne bouge pas de là, j'arrive. Le quartier est tranquille. Quand je suis arrivé ici pour la première fois en 1999, donc tout était tranquille. On a une mairie annexe ici, un petit parc où on a fait évoluer avec des années, où les enfants peuvent venir jouer sans aucun problème. Donc c'est là où ça me sert aussi un peu le matin, quand je me lève un peu le matin pour faire un peu de sport. Donc j'ai mes appareils, je me mets là, je fais les abdos, je fais les pompes. Et puis voilà, donc les enfants partagent ce moment. Quand ils reviennent de l'école, comme ça on sait qu'ils ne sont pas loin de la maison. J'ai commencé à jouer dans Puma Football Club en 1985. J'ai passé 2 ans avec mon frère. Nous avons joué les quarts de finale, les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Et c'est même dans cette équipe de Puma Football Club que j'ai été repéré en équipe nationale. Donc j'ai commencé en équipe nationale en 1985. Après Puma Football Club, j'ai passé 2 années dans le canon de Yaoundé. Après le canon de Yaoundé, c'était Laval. J'ai signé professionnel à Laval, où j'ai passé 3 ans. Et ces 3 ans ont tombé effectivement l'année de la Coupe du Monde 90. Donc je partais de Laval, qui était en 2e division, pour aller jouer ma première Coupe du Monde en 90 en Italie. Donc la Coupe du Monde 90, vous connaissez le début et la fin de cet événement, où nous avons fait vraiment une belle prestation. Après Laval, j'ai signé à Rennes, j'ai passé 1 année. De Rennes, je suis allé à Cannes, où j'ai passé 1 année. De Cannes, je suis passé à Marseille, où j'ai passé 4 mois avant de signer à Lens. Pourquoi 4 mois? Parce que quand j'ai signé à Marseille, donc à l'époque, les matchs se jouaient de l'équipe nationale se jouaient au même moment que la sélection. Donc il y a eu un match qui est tombé au moment que Marseille jouait à Toulon. Et c'était à l'époque de Bernard Tapie. J'avais le choix ou aller en sélection ou aller jouer avec Marseille. J'ai choisi la sélection. Et pendant 1 mois et demi, je n'ai plus joué. Et j'ai choisi de partir de Marseille parce que j'avais besoin d'un temps de jeu où je suis à Lens. J'ai commencé ma formation en tant qu'ancien footballeur professionnel. Donc j'ai été exempté de l'I1, initiateur 1er degré. J'ai commencé à l'initiateur 2e degré, après animateur junior, animateur senior, après le B1 et après le B1 le DEF. Donc j'ai obtenu une partie du DEF en 2004. Donc je suis parti entraîner au Mexique. Il faut dire qu'en passant les diplômes, j'ai pu entraîner une équipe de jeunes ici à Châteauroux et une équipe de seniors en promotion d'honneur qui nous ont permis d'ailleurs de monter en division d'honneur régionale. Donc après là, je suis allé au Mexique où j'ai entraîné la 3e division professionnelle et la 2e division professionnelle à Colima. Et c'est de là-bas que je suis revenu pour occuper à un moment donné les fonctions de l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun. Donc pourquoi j'ai pas fini ma formation? Parce que je me suis dit qu'il me fallait être en situation pour continuer la formation. Ça ne servait à rien d'avoir le diplôme et de ne pas avoir du travail. Donc, et d'autant que la Fédération française de football a changé certaines ses formules. Aujourd'hui, tu ne peux faire le DEPF que si tu es en situation. Donc, ça veut dire que si tu n'entraînes qu'une équipe de 1re division ou 2e division professionnelle.
l'homme au coup de tête magique du Mondial 90 décide de nous raconter la journée qui a changé sa vie. Avant le match Cameroun-Argentine, je me rappelle, le matin, je faisais une interview avec un journaliste de Ouest France qui était venu me rencontrer parce que je venais de signer à Rennes. Donc je discutais avec lui, on faisait l'interview tranquillement quand j'ai eu une montée de température. J'ai commencé à trembloter. Et il s'est rendu compte que quand je parlais, ma voix tremblait et que je commençais à avoir un peu de température. On a arrêté, il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je dis que je pense que c'est la pression du match qui commence. Donc on a arrêté tout de suite, je suis allé dans la chambre, aller me reposer une demi-heure. Et je suis revenu et effectivement la pression est montée et descendue. Nous avons mangé, nous sommes partis au stade, on s'est habillé normalement. On a préparé notre match comme il le fallait, les préparations d'avant-match avec les consignes des entraîneurs dans les vestiaires. Nous sommes allés dans l'espace réservé à l'échauffement qui était réservé pour les deux équipes. Donc on a trouvé les Argentins qui étaient arrivés les premiers et nous sommes arrivés avec nos cris de guerre, les chants qui nous accompagnaient toujours dans ces moments de préparation. Et les Argentins nous ont un peu supportés et quand Maradona est arrivé, il les a demandé de partir. Donc en ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait déjà gagné la première bataille. Donc l'espace de l'échauffement était resté que pour l'équipe du Cameroun. Donc nous sommes arrivés sur le terrain et pendant les hymnes et tout ça, donc vous imaginez un peu comme tout athlète, quelqu'un qui représente son pays, on savait qu'on avait non seulement les Camerounais, qu'on avait aussi toute l'Afrique qui était derrière nous. Moi personnellement, je n'ai pas vu les jonglages de Diego Maradona d'avant-match qui était là pour impressionner les spectateurs et les téléspectateurs. Moi j'étais focalisé dans mon match. Je savais que le chef de l'État était dans les tribunes, mais je n'ai pas su dans quelle tribune il se trouvait. J'étais vraiment dans mon match. Et le match a commencé sans aucun problème. Donc nous nous sommes rendus compte que cette équipe de l'Argentine était prenable parce qu'ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, parce que nous avons 2 ou 3 actions qui nous ont mis en confiance. Et le bloc équipe est monté petit à petit. Chacun du côté gauche à Makanaki, du côté droit, les arrêts de Thomas Nkono nous ont permis de retrouver la confiance et de nous libérer. Et effectivement, nous avons pu faire terminer cette équipe en échec jusqu'à la mi-temps. En deuxième mi-temps, effectivement, nous nous sommes rendus compte qu'on avait les capacités pour aller plus loin. Bon, malheureusement, au bout d'un certain temps, André Canabiyik a un carton rouge et l'équipe se ressoude encore. En ce moment, on s'est dit qu'on va jouer vraiment, on va mourir sur le terrain. D'autant que ce groupe avait un état d'esprit extraordinaire et le groupe savait où aller, qu'est-ce qu'elle voulait, comment faire pour avoir ce qu'il voulait. Et quand vous marquez le fameux coup de tête, comment vous vous sentez? Est-ce que vous réalisez que vous venez comme ça de marquer l'histoire du football africain? Avant ce but contre l'Argentine, il y a d'abord des événements avant. Donc il y a le carton rouge. Donc les entraîneurs décident de sortir un milieu offensif pour mettre un milieu défensif parce que on s'est dit à 10 contre 11 maintenant ça va être de plus en plus difficile. Qui ont choisi de sortir, c'est Louis-Paul Fédé qui était prévu de tirer le coup franc qui amène le but. Donc il sort, Libi Thomas rentre et Emmanuel Koundé prend position pour tirer le coup franc. Il est droitier et il prend position pour tirer du pied gauche. Moi, je lui fais signe d'aller au premier poteau, mais au moment où il tire, Makanaki me devance, il va au premier poteau. Le ballon est dévié au premier poteau, donc il prend de la hauteur et moi je viens au deuxième poteau pour aller le chercher. Effectivement, je joue de la tête, mais je peux vous dire que ce n'est pas le plus beau but de la tête que j'ai marqué dans ma carrière, mais c'est sûrement le plus important de ma carrière. Donc, but, faute de main de Pompidou. Et là, tout éclate. Je cours, je ne sais pas comment fêter. Je me rappelle, je pense qu'un des premiers d'ailleurs à venir
tombé sur moi, c'était Mabouan Kessa qui était au banc de touche, qui est venu. Il était le premier à rentrer sur le terrain et il y avait les autres qui arrivaient. Vous imaginez, vous êtes par terre, il y a Emmanuel Koundé qui fait 90 kg, Benjamin Massing qui fait 90 kg, Jules Denis Onana qui fait 85 kg. Donc tous ces joueurs-là qui sont au-dessus de vue. Et le plus important pour vous, c'est pas de fêter, c'est sûrement qu'on puisse vous libérer pour pouvoir respirer parce que c'était pas facile pour moi d'être là-haut. Mais après cette fête, on s'est remis tout de suite dans notre match parce qu'on savait que le plus important, le plus difficile venait de commencer. Il fallait défendre ce but jusqu'à la 95e minute. On a de la chance. On a quelques occasions encore. Je me rappelle une action de Roger Mila, et une action aussi de Émile Mbou qui peut nous amener un 2-0 ou un 3-0, mais elles ne sont pas concrétisées. Et on finit le match euphorique. Donc moi tout de suite, dans les vestiaires, on vient me chercher juste à la sortie du match. Je vais à la salle de conférence. Donc pendant que les autres sont en train de fêter, pendant que Benjamin Massing et Canabi sont au contrôle anti-doping, et moi je suis dans la salle, dans le point presse pour essayer d'expliquer et tout. Ma tête et tout ce que je voulais, c'est de retrouver mes copains pour pouvoir vraiment fêter. Et je les ai trouvés dans le bus. C'était l'euphorique de là où du stade San Siro à l'hôtel où on était, c'était la fête vraiment toute la nuit. Yannick Noah et tous ces artistes, nos familles sont venus nous retrouver à l'hôtel et la fête a continué. Mais qu'est-ce qui a vraiment motivé ces anciens champions à se reconvertir dans le football? En tout cas, sur le sujet, on s'accorde. Quand on est resté longtemps dans ce métier et que bon, on a quand même un devoir de retransmettre. Donc à un moment donné, on se pose la question. Ayant passé autant de temps en courant sur les terrains, qu'est-ce qu'on peut faire après? Certainement, il y a d'autres activités, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais le temps nous rattrape toujours, donc on revient toujours sur les terrains. Parce que c'est d'abord quelque chose qu'on a appris. Et aujourd'hui, il est temps aussi à un moment donné de pouvoir transmettre ce que les gens vous ont appris, ce que le peuple vous a donné, ce que les gens, chacun qui a apporté sa pierre sur ma réussite. Donc forcément, je me suis dit pourquoi pas ne pas venir passer mes diplômes d'entraîneur, parce que bon, j'estime qu'il est temps aujourd'hui que je puisse transmettre et c'est le meilleur moyen de transmettre. Nous pouvons nous demander quelle est la nécessité de cette formation lorsque l'on est un ancien footballeur international. Ça c'est compliqué quand même parce que, depuis que je suis ici, c'est vrai que de l'extérieur on voit les choses différemment. Quand on était de l'extérieur, on a toujours pensé qu'ayant joué au haut niveau ou ayant joué même à un certain niveau, on peut facilement prendre les rênes d'entraîneur, mais je découvre complètement que c'est pas du tout ça, parce que ça ne s'arrête pas qu'au football. Nous sommes rentrés totalement à l'école parce qu'on a des cours le matin ou les après-midi, les cours normaux. Et on est sur le terrain au niveau de la pratique les après-midi ou le matin, ça dépend un peu du temps. Et il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en cours, c'est-à-dire tu as des cours de sciences humaines, tu as des cours de biologie, tu as des cours de quelqu'un qui prépare un diplôme, pas que pour le football, quoi. Donc forcément, j'ai dit ça a été une surprise pour moi et quand je l'ai découvert, j'ai dit pourquoi pas, tant mieux. J'ai dit on apprend tous les jours, il faut en profiter et je me suis rendu compte aussi que c'est pas parce qu'on a joué à un certain niveau que forcément on peut transmettre. Parce qu'après, il y a la pédagogie, il faut savoir transmettre. Et ça aussi, ça s'apprend. C'est pas parce que tu as joué au haut niveau que forcément tu as l'art de transmettre. Il faut apprendre, ça s'apprend ici. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être là et de partager ces moments avec des éducateurs qui sont
hyper sympa avec nous. Je pense qu'il faut le faire et ça prouve aussi que voilà, on n'a pas que joué au ballon parce que le problème qu'il y a aujourd'hui en jouant, quand on sort parce qu'on a joué au ballon, on s'arrête sur les idées en pensant qu'on a joué, ça peut résoudre le problème. Mais non. Mais sinon, Zidane devait être entraîneur. Mais Zidane n'est pas entraîneur. Sinon, je citerai d'autres personnes. Plein d'autres qui ont eu du talent, qu'on connaît. Mais bon, à un moment donné, il faut venir passer des formations pour voir, pour que tu t'évalues et savoir si tu as vraiment l'art de pouvoir transmettre. Normalement, le fait d'être joueur et le fait d'être entraîneur, c'est deux contextes différents. Donc en tant que joueur, tu joues, tu ne sais pas ce qui se prépare avant. Et maintenant, c'est maintenant que je me rends compte que devenir entraîneur, ce n'est pas du tout facile. C'est une tâche vraiment très difficile. Mais bon, avec les formations qu'on enchaîne, on acquérit aussi de l'expérience. Retour à Colombes, Mabouane Kesak a terminé sa dure journée d'entraîneur. Il n'aimait pas sa tenue de Il a oublié la colombienne et j'ai dit bon, la prochaine fois sans tenue, tu ne participes pas à l'entraînement. Hein? Ah ouais, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais lui, c'était les mains dans les poches comme un fonctionnaire. À la fin de l'entraînement, il s'est dit j'ai froid. Si tu ne bouges pas, tu vas avoir froid. Sur le chemin du retour, il rencontre un collègue algérien qui soulève l'éternel problème des entraîneurs africains. Les Cameroun, ils sont pas là. Voilà. L'Algérie, on les a liquidés. Les Égyptiens, ils sont tombés, ils sont pas là. Les Nigériens, ils sont pas là. On va être champion d'Afrique. Tu as raison, ils vont être aller-retour. Ils vont venir faire un tournoi avec nous. Ils ont même pas de Ils ont fait comme le Sénégal n'a même pas pu un point. Ça, c'est l'Afrique. Tu leur dis, vous êtes une équipe de merde. Les mecs, ils sont 100 fois meilleurs que vous. Ils vont vous mettre 6-0. Le dernier de tes joueurs, Cameroun et Algérien, Marocain, ils mangent le mur. Quoi? Ils rentrent, ils font la guerre, ils gagnent le match. Tu leur dis, c'est bien, vous avez fait un bon match, là on joue contre une équipe légère, on va tranquille. C'est comme ça. S'ils ne marchent pas par paire, ils décollent. L'Afrique. C'est pour ça, regarde. Ils nous ont mis Guéret. À la place de Guéret, après le deuxième match, t'arrives, c'est un entraîneur du pays ou un mec qui connaît. Il rentre dans le vestiaire, il dit aux joueurs, toi là, deuxième match, tu ne vas pas te bouger, tu vas prendre tes affaires, tu vas dégager, et puis on va te prendre comme ça, on va te mettre au milieu de l'aéroport de Casablanca et tu vas expliquer au public que quand tu rates un but, tu remets ton short, tu coins tes cheveux. Ils nous ont amené Guéret, après le premier match, il leur a dit aux Marocains, non, on a bien joué, on a eu de la malchance. Quelle malchance? Il a même dit qu'il n'a pas peur, que j'ai confiance. Il a confiance en son équipe. Il a dit que, est-ce que vous m'avez vu trembler? Au deuxième, il a dit, est-ce que vous m'avez vu trembler? Pourtant, t'as vu, je suis supporter de Marseille, il a fait la même chose. Les Africains, on a le complexe. Il a fait la même chose. Il y a un nom. Il y a un nom scientifique. On a le complexe du mec qui est colonisé. Il nous faut. Ils vont pas prendre par exemple le Cameroun, ils vont pas prendre un Camerounais qui a joué au Cameroun et qui vit en France. Un ancien joueur, un ancien entraîneur. Genre, on parlait d'un fois, toi, Rigobert, toute la clique. Les anciens. Tous ces mecs-là qui sont partis dans des clubs. Le peu qu'ils ont ramené dans les clubs, ils vont pas te faire une grande équipe. Non, ouais, mais c'est un Camerounais. En Algérie, on a le même problème. En Algérie, c'est la même politique. Attends, tu travailles ici depuis. Combien de fois ils vont venir pour dire, tu connais tous ces enfants-là passent à côté de toi. Viens un peu à côté de nous pour nous montrer comment ça se passe là-bas. On est gênant pour eux. L'exemple en Algérie, ils ont créé un club, le Paradou. En Afrique noire, parce que malheureusement, c'est les pays qui sont comme ça, c'est les moyens et tout. En Afrique noire, il y a encore malheureusement des gens qui jouent pieds nus. En Algérie, à part à la plage, dans les quartiers, ça n'existe plus. Le dernier des bourricots, il a des tennis où il joue en claquette. Et ils nous ont ramené le frère Guillou qui avait sorti un centre, tu sais, la secte d'Abidjan et tout, où il avait fait jouer les gamins pieds nus. Il a fait la même chose en Algérie. Il est arrivé en Algérie, il a dit ouais, il a fait jouer des gamins pieds nus. Mais moi, il le connaît, j'ai mon cousin, il vient en Algérie, il est bien et tout. Son fils, et le mec, il va lui dire, il joue au foot, il va aller dans un truc, il dit, moi j'ai les moyens, je peux lui payer des chaussures. Mais si c'est moi qui viens et qui dis, ouais, pour le maniement du ballon, il faut que le mec il soit pieds nus et tout, ils vont me regarder, ils vont me dire en arabe, allez,
Va voir l'imam à la mosquée, il va parler pour toi. La raison, elle va te revenir. Dis ça, c'est vrai. Parce que on est des extraterrestres. C'est pas la même au Cameroun ou un truc. Tu vas arriver. C'est vrai, le Cameroun c'est pareil. On t'aime bien, va te doucher, on va aller manger ensemble et puis on discutera. Par rapport à ce qu'on est, on nous sous-estime, mais pourtant on peut rapporter une certaine connaissance, plus comme on est. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des Européens qui sont venus, qui ont fait du bon boulot. Mais maintenant c'est dépassé aussi. Mais quelque part quand même, c'est en train de changer. Non, ça change quoi? Ça ne change pas. Mais les gars, quand on regarde certains pays, non. Va apporter plus que toi au Niger. Toi qui connais l'Afrique, tu sais très bien la toucher. Non, Ami, laisse-moi. Je suis très tu penses que Kourbis peut entraîner plus que toi? Aujourd'hui, là où on parle là, il va prendre. Est-ce que le gars qui est au Gabon là-bas, est-ce que tous ces entraîneurs-là qui sont venus porter ici, il y a même des entraîneurs qui n'ont même pas le nom. Mais même en Europe, même ici là, il n'a jamais entraîné un DSR, il n'a même jamais entraîné un PHU. Même en Europe, le problème c'est quoi? Nous en Algérie, tu as utilisé un bon mot, c'est le complexe. Voilà, que peut-être en Algérie on va réussir. Pour une fois, ils ont amené Aléodic. Bon, nous il nous fallait un dictateur. Parce que tu sais, les Algériens, tout va bien. Dès que tu mets pas le point dans le mur, tout le monde chante. Nous nous rendons à Goussainville où nous rencontrons Thierry Bellinga, lui aussi ancien footballeur camerounais qui s'est consacré à la formation des plus jeunes. J'ai joué dans l'Union de Douala, en junior d'abord, puis senior. Après j'ai joué dans le Dragon, le RIS de Douala et Kumba. Après je suis parti au Gabon. Voilà, où j'ai été gravement blessé. Disons, j'ai joué à Port-Gentil où j'étais blessé, gravement blessé. Et du Gabon, je suis parti et je suis arrivé ici en France, où j'ai joué pendant 1 an à Senlis en Détroit et je me suis reblessé. J'ai arrêté ma carrière sous blessure. Maintenant, je me suis reconverti. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et je suis éducateur à l'heure actuelle. Je suis éducateur à Goussainville et à Roissy. Il nous emmène faire un tour de Goussainville et bien sûr se dirige très rapidement vers le stade de la ville où il est responsable de l'école du football. C'est ici que je m'occupe des jeunes de Goussainville. Donc vous voyez bien les tribunes, et puis le terrain est dans les normes. C'est un très beau stade, très beau terrain, la pelouse est très belle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement vu les conditions climatiques. Il y a de la neige, parce qu'il y avait la neige. Il y a de la neige au sol et puis c'est un peu dangereux pour les jeunes, les enfants. Donc on les a mis de repos aujourd'hui. Donc moi j'entraîne, je suis à l'école de football, je suis responsable de l'école de football. J'entraîne des débutants jusqu'à 16 ans, 17 ans même, et U17. Donc voilà quoi. Ils ne sont pas là aujourd'hui malheureusement. Direction Roissy où nous rencontrons Johan Le Néomic, directeur technique du Roissy Football Club. Il nous fait quelques démonstrations de techniques footballistiques acquises au cours d'une longue formation. On travaille beaucoup, on fait beaucoup de... Notre base de travail à Roissy, c'est que de l'appui soutien. Les joueurs, ils travaillent en ABC. Tous mes exercices sont faits en ABC, en triangle, pour les habituer à jouer en une touche de balle et à se déplacer le plus rapidement possible dans la zone défensive adverse. Vous pouvez nous expliquer un peu avec l'ordinateur? Donc là, avec l'ordinateur, donc là, on fait des exercices technico-tactiques. Donc je mets mes joueurs en dispositif, je mets mes 2-6, mon latéral, mon excentré et mes 2 joueurs de finition. Donc c'est un système en 4-4-2, c'est de l'analytique. Donc je fais une transmission en appui sur l'excentré il met en soutien sur mon latéral, le latéral il met sur un joueur de finition qui décroche, il remet en soutien, appui, débordement centre pour finir dans la zone de finition. Donc ça donne ça en réel. Donc le ballon il arrive sur un excentré, soutien sur un latéral, décrochage d'un attaquant, soutien sur le 6, appui, débordement centre et geste de finition de l'attaquant. Alors là c'est cadrer un porteur de balle sur un côté. Donc en analytique, on vient cadrer le porteur de balle.
tout le bloc équipe il coulisse. Comme ça, et là je vous le fais à vitesse réelle. Donc vous avez votre bloc et hop, tout le monde coulisse sur le porteur de balle. Ça évite empêcher la création du jeu adverse. On voit les versions précédentes. Voilà. Et là c'est l'autre côté. Côté opposé. Ça c'est du travail sur l'animation défensive. Le bloc. Réduction des intervalles horizontalement et verticalement. Comme ça, le porteur de balle, il ne peut pas l'attaque. Il se déplace le bloc, tac. Le ballon, il se déplace là, tac, les attaquants. Premier défenseur de l'équipe, c'est l'attaquant. Toujours écran par rapport à l'animation. Freiner l'animation offensive adverse. Donc là, c'est du haut niveau. Ça, c'est... Il y a un joueur qui va sortir sur le porteur de balle et les autres, ils vont coulisser. Ils vont resserrer. Donc la balle, elle arrive là. Hop, il y a un joueur qui sort. Le 6, il sort et ça resserre derrière. Là, le bloc, il est bien compact. On a réduit les intervalles horizontalement et verticalement. Là, le porteur de balle, il ne peut pas créer le jeu. Il est bloqué. Est-ce que vous pensez que les coachs africains ont les mêmes moyens que vous pour ce type de gestes? C'est vous qui les concevez C'est par rapport à mon organisation. Nous, on joue en 4-4-2. Tous mes exercices sont faits par rapport à ma configuration du match du samedi. Donc le joueur, il répète ses déplacements, ses contrôles orientés, ses enchaînements par rapport à ce qu'il va retrouver au match. Sinon, on peut réaliser ça avec des jeunes. L'éducateur africain, il peut faire le même travail. Mais il faut qu'il... Moi, c'est des années de travail. Cette réalisation d'entraînement que je pratique à Roissy, c'est des années de travail. Des années de culture footballistique, des années d'avoir été sur les terrains, et en l'occurrence avec le Football Club de Lorient, où M. Courcuff il m'a enseigné beaucoup de choses sur la surface de jeu, que ce soit sur l'animation défensive ou sur l'animation offensive. L'entraîneur d'une équipe de football n'est ni un magicien, ni un marabout, mais plutôt un technicien qui justifie d'un haut niveau de connaissance et d'expérience, de savoir et de savoir-faire. Nous devons nous interroger sur la qualité et le niveau de formation que reçoivent les entraîneurs africains pour expliquer les raisons pour lesquelles en Afrique on préfère leur homologue expatrié. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui la question ne devrait plus se poser parce que quand on regarde même la Coupe d'Afrique aujourd'hui, on compte parmi toutes les nations qui sont en Coupe d'Afrique des Nations, je pense que le quota des entraîneurs africains est plus que les entraîneurs européens. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse faire confiance aussi à nos frères, comme on dit toujours. Mais avant de leur faire confiance, je pense qu'il faudrait que nous aussi on prenne conscience qu'il faut arriver quand même avec un certain bagage. Parce qu'il faut faire les formations. Ça, c'est pas facile. Vous voyez le temps qu'il fait, nous sommes là. Moi, je crois que c'est un des critères de réussite pour l'avenir, pour les pays africains, s'ils veulent au plus haut niveau. Ils doivent se servir du passé, de tous ces joueurs qui ont évolué à un très très haut niveau et qui ont cette rigueur que les clubs européens ont pu leur apporter à travers la préparation, l'approche du match. Mais il reste un vécu du pays qui est importante. Je pense que la difficulté pour les coachs européens d'aller encadrer des équipes africaines, c'est justement cette ambiance un petit peu autour de tout ce qu'il peut y avoir de folklorique, ce que nous on trouve folklorique. Je pense qu'il faut garder ces racines-là, mais l'apport de joueurs de très haut niveau avec un passé dans les championnats européens peut apporter justement cette rigueur qui manque peut-être aux sélectionneurs africains issus de l'Afrique proprement dite. Beaucoup de Camerounais ici en France qui sont responsables des équipes, pas seulement des jeunes, mais des équipes aussi seniors, qui ont passé le diplôme, qui passent le diplôme même à l'heure actuelle. On devait normalement les intégrer pour la formation des jeunes au Cameroun. Et pas seulement l'équipe nationale.
pas seulement dans les équipes nationales des seniors ou des jeunes, mais dans les équipes, comment ça s'appelle, comme en première division, en deuxième division, je sais qu'il y a la troisième division au Cameroun. Donc on devait normalement intégrer tous ces anciens, tous ceux qui ont leur diplôme, tous ceux qui ont l'expérience, qui ont fait le haut niveau. Tous les anciens footballeurs qui ont fait le gros niveau, on devait normalement les intégrer pour encadrer, pour entraîner les jeunes du Cameroun, parce que le Cameroun est plein de talent. Il y a beaucoup de très bons joueurs au Cameroun. Donc il faut juste les former pour, disons, que l'avenir. Et avoir aussi des infrastructures, parce que les infrastructures, ça c'est le point vraiment primordial au Cameroun. Il faut des infrastructures au Cameroun. Il faut construire des terrains, des stades, comme celui-ci, par exemple. Je pense que les Africains sont qualifiés pour prendre les équipes nationales en Afrique. Le système du sorcier blanc est fini. Vous comprenez, on fait les mêmes formations, on passe les mêmes diplômes. Le seul avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils sont européens et ils ont la peau blanche. Ils ne sont pas mieux formés que nous. On peut citer des exemples, malheureusement que je ne veux pas citer pour ne pas faire la publicité à quelqu'un. Donc les joueurs, on a des joueurs, des anciens joueurs, et peut-être d'autres qui n'ont pas été anciens joueurs, qui ont passé des diplômes, qui peuvent encadrer les équipes nationales du Cameroun ou africaines. Je vois encore aujourd'hui Amara Simba, malgré son parcours en Coupe d'Afrique, qui a fait des éliminatoires de la CAN 2012 extraordinaires. Il y a François Zaïoui en Côte d'Ivoire qui a fait des résultats. Donc chez nous, on a encore cette complexité d'amener entre blanc et noir. Non, ce que je veux, je vous le dis, je vous le confirme, moi je ne me sens pas inférieur ni à l'entraîneur de l'équipe nationale de France, ni d'Angleterre, ni de quoi que ce soit. J'ai joué au football, j'ai joué au même niveau qu'eux, et je souhaite seulement apporter au football africain ce qu'elle m'a donné durant toute ma carrière. Aujourd'hui, il est prouvé que les uns et les autres suivent le même cursus et reçoivent les mêmes diplômes, délivrés et certifiés par les mêmes institutions. Il est donc objectivement difficile, sinon théoriquement impossible, de tenir un entraîneur local pour inférieur de quelque manière. Face aux réalités du marché du coaching, les entraîneurs africains qualifiés de haut niveau ont non seulement le droit, mais le devoir de démontrer leur potentiel en se faisant valoir du mieux qu'ils peuvent, plutôt que de jouer les seconds rôles et d'accepter le diktat d'un marché plutôt inégalitaire. Il n'y a pas de miracle. Au football, ce sont les résultats qui comptent. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à LBS Coiffure. Nous nous retrouvons très bientôt. Bonne suite de programme sur votre chaîne préférée.